Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première masterclass de l'année 2023. Ce que je propose, il est 17 heures, hein, on va démarrer dans les temps, mais pour laisser le temps quand même à tous les participants de nous rejoindre, je propose de prendre quelques instants. D'abord, on va commencer par faire les tests techniques. Donc simplement, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien? Et donc, est-ce que vous pouvez taper donc, dans la petite boîte de dialogue qui se trouve dans votre interface que le son est OK et que la vidéo est OK? Donc, la boîte de dialogue, elle s'appelle Q et R pour questions-réponses. Et donc, est-ce que vous pouvez, dans la boîte, taper son OK, vidéo OK? Son OK, vidéo OK, son OK. Donc, voilà, je pense que là, ça fonctionne pour tout le monde. Je propose de rappeler aussi peut-être les règles pour un bon fonctionnement de ces masterclass-ci. Alors pour certains, c'est peut-être déjà quelque chose de connu et pour d'autres, ce sera une découverte. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à respecter ces différentes règles pour tirer le meilleur profit de cette heure que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, je vous invite à couper toutes les distractions, vos téléphones, vos emails, les différentes fenêtres Internet qui seraient ouvertes pour, d'une part, être le plus concentré possible et puis pour pouvoir aussi optimiser la bande passante et avoir une meilleure qualité audio et vidéo. Je vous invite également à utiliser, si vous en avez un casque micro. Malheureusement, le mien ne fonctionne pas. J'ai dû, en dernière minute, trouver une alternative. Mais si vous en avez un, je vous en prie, utilisez-le. Vous aurez un meilleur confort d'écoute. Je vous invite également à prendre de quoi noter, parce qu'on va partager plein d'informations utiles. Et pour rappel ou pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y aura pas de replay qui sera envoyé par rapport à la masterclass. Donc, prenez note de toutes les informations qui vous semblent utiles et que vous voulez pouvoir, ou auxquelles vous voulez pouvoir réaccéder plus tard. Ensuite, servez-vous à boire, mettez-vous à l'aise. Le but, c'est surtout de ne pas être dérangé, de ne pas avoir besoin de se lever dans les 60 prochaines minutes. Voilà. Et puis, dans la boîte de questions-réponses ou de dialogue, eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions, échanger entre vous, mais surtout, si possible, pas de spam, pas de publicité, et puis restons courtois. Voilà, on est déjà une petite vingtaine donc, de connectés. C'est pas beaucoup par rapport au nombre d'inscrits, puisqu'on était, près de 80 à être inscrits sur cette première masterclass. Alors, ce que je propose, pour laisser encore 1 ou 2 minutes aux derniers inscrits de nous rejoindre, c'est peut-être de présenter à ceux qui ne connaîtraient pas encore le programme Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement, donc de formation et de coaching que j'ai créé pour accompagner les entrepreneurs à mettre en place une stratégie de croissance de façon simple, rapide et efficace. Dans ce programme, je propose à la fois une formation, il y a 12 heures de formation en ligne pendant lequel je partage mon modèle d'activation de croissance et puis les différents piliers de croissance et toutes les étapes nécessaires à la mise en place d'une stratégie de croissance. En plus de ces vidéos de formation, il y a des moments en live qui sont prévus. Il y a plusieurs rendez-vous pendant chaque semaine. Il y a tout d'abord les lundis des ateliers pratiques avec moi où on va en fait mettre en pratique ce qui a été présenté dans les différents modules de formation. Et le but est vraiment de pouvoir venir poser les questions et s'assurer qu'on implémente correctement la stratégie de croissance à sa propre ou dans sa propre entreprise. À côté des ateliers pratiques, il y a des masterclass telles que celle-ci, qui est la première du cycle ou de l'année 2023, où là, le but est d'inviter des experts qui vont venir nous partager leurs connaissances, leur maîtrise et leur expertise d'une technique ou d'un outil spécifique qui sont outils ou techniques utiles, voire indispensables à l'entrepreneur pour mettre en place sa stratégie de croissance. À côté de ces masterclass live et de ces ateliers en live, il y a également des sessions de coaching individuel avec moi, où là, c'est vraiment du one-to-one pour pouvoir personnaliser la mise en place de la stratégie de croissance et puis surtout veiller et s'assurer de ne pas rester bloqué en chemin parce qu'il y aurait des choses, soit qui n'auraient pas été comprises, soit qu'on ne saurait pas comment implémenter ou qui ne fonctionneraient pas. Donc voilà, ça c'est le but des coachings one-to-one. Et je partage également tous mes outils, c'est-à-dire les outils que moi j'utilise ou que j'utilise pour mes clients dans la mise en place des stratégies de croissance. Et puis je partage différents documents dans une bibliothèque de documents. Et enfin, il y a un club Croissance pour tous sur Slack où tous les membres du programme se retrouvent pour échanger entre eux. C'est aussi dans ce club que je partage toutes les perles ou les trésors que je trouve sur Internet et que j'estime pertinents, les
modèles, les templates, les nouveautés, etc. Donc voilà, vous voyez que c'est un programme complet. Je ne vais pas en dire plus, maintenant. Le but n'est pas de transformer cette masterclass en pitch commercial. Simplement, pour les masterclass, sachez que sur la page sur laquelle vous êtes allé pour vous inscrire et participer à cette masterclass-ci, vous avez vu le programme des 12 prochaines masterclass, donc tout le programme du premier trimestre 2023. Et dans les prochaines semaines, d'ici 3-4 semaines, le programme du Q2, donc du deuxième trimestre, sera également transmis, communiqué sur cette page-là. Donc, il y a 24 masterclass qui sont d'ores et déjà programmées d'ici le 30 juin et qui sont accessibles gratuitement. Donc, c'est un cadeau que nous offrons à tous les entrepreneurs, à la fois moi et à la fois les experts qui viennent y participer. Le but est finalement d'aider, d'accompagner les entrepreneurs à réussir le plus possible. Et donc, on veut essayer d'être le plus aidant possible. Et l'objectif en rendant ces masterclass gratuites-là, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs d'une part, et puis c'est aussi montrer un peu une vitrine du programme Croissance pour tous, et puis donner l'envie aux entrepreneurs que vous êtes d'y rejoindre si ça rencontre les challenges et les objectifs sur lesquels vous avez décidé de faire le focus en ce début d'année. Voilà pour la présentation du programme Croissance pour tous. Alors, pour ceux que ça intéresse de rejoindre le programme Croissance pour tous, vous pouvez d'ores et déjà bloquer une date qui est le lundi 20 février à 17 h. Lundi 20 février à 17 h, il y aura un webinaire qui sera organisé dans lequel je présenterai vraiment en détail tout le programme Croissance pour tous et j'ouvrirai les portes du programme pour le premier semestre de l'année 2023. Donc, si vous êtes intéressé, bloquez déjà la date et de toute façon, vous recevrez de la communication de ma part d'ici quelques semaines pour vous inviter à participer à ce webinaire. Voilà, je pense que maintenant il est 17h05, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis content d'accueillir Christelle De Waal qui va animer cette première masterclass. Alors Christelle, elle est kinésiologue chez Réveil à Soi et elle est la créatrice du décodage personnel, qui est une méthode qu'elle utilise pour accompagner notamment des entrepreneurs à dépasser les différents blocages qui peuvent les limiter et les aider à atteindre les objectifs qu'ils poursuivent. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, et c'est vrai que c'est un peu insolite, c'est une première, parler de mindset et inviter une kinésiologue dans une masterclass dédiée au growth marketing en général et aux techniques très opérationnelles de marketing digital, etc. Eh bien, parce que je me suis rendu compte que à force de côtoyer des entrepreneurs, je me rends compte qu'il n'y a pas que le choix de la bonne stratégie qui compte, il n'y a pas que le choix de la bonne technique, il n'y a pas que l'excellence dans l'exécution des différentes techniques marketing que l'on décide d'implémenter qui compte et qui contribue au succès. L'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur peut bien souvent être un frein inconscient dans la plupart des cas, qui empêche d'atteindre les résultats que l'on souhaite. Et c'est précisément pour parler de ça que j'ai invité Christelle. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Christelle. Vous avez la possibilité de poser des questions, malheureusement pas en live parce que la formule webinaire de Zoom sur laquelle on est actuellement ne permet pas d'activer le micro, mais il y a une boîte questions qui est prévue à cet effet, donc qui s'appelle Q&R dans votre interface Zoom. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en cours de déroulé de masterclass, et à la fin de la masterclass, je reprendrai l'ensemble des questions et Christelle pourra y répondre. Voilà, Christelle, je vais te donner la parole, enfin te passer la main pour que tu puisses partager ton écran. Alors, bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Merci Laurent de m'offrir cette belle opportunité de parler justement de comment on va pouvoir changer son état d'esprit, son mindset pour avoir un état d'esprit de gagnant. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, tu l'as dit, je suis kinésiologue. J'ai créé une technique de connaissance de soi qui s'appelle le décodage personnel. Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je travaille dessus. Et en fait, c'est déjà une reconversion professionnelle parce que dans une première phase de ma vie, j'ai été chef de projet dans le domaine financier pendant 15 années. Et je m'occupais principalement, en tout cas sur mes derniers projets, de la mise en place de réglementation fiscale internationale.
Et donc, sur le côté privé, je suis aussi maman de 2 enfants et toute la naissance de mes enfants, les questionnements que je me suis posés, différentes crises de vie m'ont menée là où j'en suis aujourd'hui. Et alors, comme tu le dis, ça peut être un petit peu surprenant hein, de faire appel à une kinésiologue, surtout pour la première conférence de tout ce qui concerne la mise en place de règles marketing, de croissance, etc. Personnellement, j'aime bien intervenir là où on s'y attend pas. J'aime bien essayer de montrer ce qui est très souvent caché dans l'inconscient. Et vous allez voir, on va beaucoup en parler ce soir et de mettre en évidence ce qui a besoin d'être conscientisé pour avancer. Alors, je vais vous présenter ce que je fais. Alors, je regarde juste. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien la présentation à l'écran? Super. Donc, on va parler ce soir de comment travailler son état d'esprit pour réussir. Donc, quand je dis de quoi on va parler, c'est quoi travailler son état d'esprit pour réussir, c'est-à-dire comment on va faire pour se mettre à disposition de sa réussite. Donc ça va s'appliquer à sa vie professionnelle quand on est entrepreneur, puisque c'est un peu le sujet sur lequel je vais intervenir ce soir. Mais comme il n'y a pas de cloisonnement dans notre vie, tout ce qui va s'appliquer à un domaine de notre vie va forcément avoir des répercussions sur les autres aspects de notre vie. Donc tout ce que je vais dire là va évidemment vous inviter à vous développer au niveau professionnel. Ça va aussi avoir des impacts au niveau de votre vie personnelle. Et donc au cours de cette conférence, ce soir, je vais vous parler des blocages récurrents et des souffrances récurrentes émotionnelles qu'on a quand on est à son compte. Je vais vous parler des raisons qui nous mènent à ça. Je vais également vous parler de ce qu'on peut faire parce que établir les problèmes, je pense que vous les connaissez, mais établir ce qu'on va faire, ça va être là que ça va être intéressant pour vous de comprendre du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre à la hauteur de ses potentiels et donc se mettre dans un état d'esprit positif qui va nous mener à la réussite. Et donc, on va voir tout ça un petit peu plus en détail. Ça va nous faire passer par différents aspects, par nos croyances, par nos comportements, par notre inconscient, par notre conscience, par l'impact de notre éducation. On va voir en fait tout ce qu'on va pouvoir, tout ce qui nous mène à cette situation et tout ce qu'on va pouvoir faire pour justement changer son état d'esprit et se programmer pour la réussite. Alors, les objectifs de ce que je vais vous présenter ce soir, c'est d'abord de vous permettre d'avoir un état d'esprit qui va être positif. Je pense que ça va parler à tout le monde quand on est à son compte, et pas que quand on est à son compte, mais surtout quand on est à son compte. Les montagnes russes émotionnelles, c'est quelque chose qu'on connaît tous à un moment donné de sa vie, si ce n'est pas à peu près tout au long de sa vie professionnelle. Donc, on va parler de comment on va avoir un état d'esprit positif qui va soutenir notre évolution, plutôt que de nous faire plonger. On va parler de faire de son état émotionnel une force et non pas une source de souffrance. On va parler également de vivre à la hauteur de ses potentiels, dans sa vie pro, dans sa vie perso. Si on ne vit pas à la hauteur de ses potentiels, je vais vous expliquer à quelle hauteur on vit. Et très souvent, ce n'est pas très, très positif. On va parler également de faire des choix justes. Des choix justes, ce sont des choix qui nous correspondent. Donc, on s'installe aussi dans un choix qui va être pérenne, donc qui va être durable, qui va être positif. Et donc, on va essayer de trouver des choix qui correspondent le plus à qui on est pour trouver un épanouissement et pour que ce soit durable dans le temps. Et on va parler également de tous ces aspects qui correspondent à oser s'engager dans une vie qui nous correspond, oser s'engager dans ce qu'on est, oser s'engager aussi dans la réalisation de ses projets personnels et de ses projets professionnels. C'est aussi oser s'engager dans une cause qui fait du sens pour nous, c'est servir sa cause supérieure, c'est différent pour chaque personne, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et en quoi vous avez envie d'avoir ou sur quoi vous avez envie d'avoir un impact positif. Et on va parler aussi de reprendre les rênes de sa vie pour être acteur de ma réussite et de mon évolution plutôt que de subir un petit peu ce qui peut m'arriver et de ne pas savoir de quelle manière, à quelle sauce je vais être mangée, j'allais dire. Donc, à qui s'adresse ce que je vais vous présenter ce soir? Je n'arrive plus à passer les slides, mais je crois qu'il va y avoir une autre solution. Alors, non. Faire comme ceci, voilà. Alors, à qui s'adresse ce que je vais vous présenter ce soir? Alors, pour vous parler de
des personnes qui pourraient se sentir concernées, je me suis basée sur une étude, plus précisément sur un sondage qui a été mené fin 2021, donc c'est très récent, par une personne qui s'appelle Alexandre Dana. D'ailleurs, il a écrit un livre suite à ce sondage et auquel à peu près 10 000 entrepreneurs ont répondu. Et donc, la question qu'il avait, c'est qu'est-ce qui bloque les entrepreneurs, qu'est-ce qui leur pèse et quels sont les obstacles à leur bien-être. Et il a répertorié les réponses et il a classé comme ça 6 souffrances principales dont les entrepreneurs souffrent. Et donc, ces 6 souffrances, c'est celles qui sont reprises à l'écran. Donc, la première souffrance, c'est quoi? C'est l'anxiété récurrente. L'anxiété récurrente concerne 30% des personnes qui ont répondu à son sondage. Ça veut dire que c'est les angoisses qui vont concerner l'avenir de votre société, votre avenir, votre propre projection dans la société. Très souvent, ça concerne la santé financière de son activité. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette peur, elle va grandir avec la mise en place de son entreprise. Parce que tant que la société, elle n'a pas été mise en place, donc l'entreprise n'est pas créée, ça concerne cette anxiété uniquement 2% des entrepreneurs, en tout cas des porteurs de projets. C'est normal, il n'y a pas de raison d'être anxieux à ce stade. Et une fois que la société, elle tourne, et surtout quand elle tourne depuis quelques temps avec quelques employés, alors là, il y a 35% des entrepreneurs qui se sentent concernés par cette souffrance émotionnelle. La deuxième souffrance émotionnelle, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que je manque de foi en moi, je manque de confiance en moi et j'ai peur de ne pas réussir et surtout, j'ai peur que ce soit découvert. Et là, ça concerne 1 personne sur 4. On est à 25% des entrepreneurs qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Ce qui est important de comprendre, c'est que très rarement, c'est une souffrance illusoire. C'est très rarement quelque chose qui est avéré, c'est très souvent quelque chose qui est imaginé. Donc, on souffre de quelque chose qui n'existe pas. Et alors là, c'est très souvent en début de parcours que le syndrome de l'imposteur ressort, c'est-à-dire que tant que la société est créée, mais qu'on n'en vit encore pas totalement, 42% des personnes ressentent un syndrome de l'imposteur. Et quand elles commencent à vivre de leur activité, et que donc elles ont prouvé dans leur vie réelle que finalement elles n'étaient pas des imposteurs et qu'elles ont pu se prouver à elles-mêmes que si les gens achètent, c'est que c'est fiable. Alors là, ça ne concerne plus que 18% des entrepreneurs qui sont établis et donc qui arrivent à vivre de leur activité. La troisième souffrance, c'est la peur de l'échec. Donc là, la peur de l'échec concerne 15% des personnes d'une manière générale. Mais alors là, c'est pareil, il y a des différences. C'est 40% des personnes qui n'ont pas encore, qui sont porteurs de projets, qui n'ont pas encore lancé leur société. Et une fois que la société est lancée, là, il y a beaucoup moins de personnes qui sont concernées, puisqu'on est à un petit peu moins de 15% des personnes qui ont osé franchir le pas. Donc, c'est surtout une peur qui nous empêche de passer à l'action, mais ce n'est pas une peur qui est confirmée par la suite quand on a osé franchir le pas. La comparaison excessive, elle concerne 14% des personnes. Donc, la comparaison excessive, c'est le fait de se comparer avec nos pairs, P-A-I-R-S du coup. C'est donc nos compétiteurs pour savoir comment eux, ils s'en sortent par rapport à nous. Et c'est une estimation qu'on donne par rapport à ce qu'on perçoit d'eux en comparaison avec la nôtre. Encore une fois, on est dans l'illusion. Encore une fois, on essaye de s'estimer par rapport à l'extérieur. Et cette comparaison excessive, elle ressort d'autant plus pour les personnes qui ont déjà déposé le bilan. 33% des personnes qui ont déjà déposé une première fois un bilan sont dans cette comparaison excessive. Et on arrive sur les 2 dernières. Donc, on arrive sur l'obsession du détail. Ça peut paraître étonnant. L'obsession du détail, c'est l'autre nom du perfectionnisme. 12 personnes se sentent souffrir de ce perfectionnisme exacerbé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un perfectionnisme, on est dans une volonté de tout contrôler. Donc, c'est une exacerbation de notre mental qui est là pour essayer de faire les choses, de programmer ce qui va être fait. Et du coup, cette obsession de tout contrôler va nous mener à une surcharge mentale. Et ce dont on souffre dans ce perfectionnisme, c'est surtout de la surcharge mentale qui est associée à cause de notre comportement. C'est d'autant plus marqué quand on est dans une entreprise avec des salariés, puisque là, 39% des personnes se sentent concernées par cette obsession du détail et en souffrent.
Ce perfectionnisme, ça peut paraître anodin. On peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être à la hauteur des attentes du marché, de surperformer. Et en fait, ça peut être totalement contre-productif, à tel point que parfois, ça peut même nous enfermer dans une inaction parce qu'on ne se sent pas assez parfait pour oser lancer une action, pour oser lancer un projet. Et enfin, la dernière souffrance, ça concerne le traumatisme de l'échec. Alors là, le traumatisme de l'échec, ça concerne beaucoup moins de personnes. C'est uniquement 4% des personnes qui sont interrogées. Pourquoi? Parce que qui dit trauma dit qu'on a déjà vécu quelque chose qui a pu déclencher ce trauma. Et heureusement, pas beaucoup de personnes sont concernées par cette première expérience. Et en fait, ça concerne les personnes qui ont fait des erreurs importantes dans la gestion de leur entreprise ou dans les choix de leur entreprise et qui ont le sentiment qu'elles sont engagées dans une voie qui ne va pas les mener à une réussite. Et donc, qu'elles sont en train finalement d'aller à la banqueroute, quelque part. Donc, ces 6 souffrances, ce sont des souffrances qui sont émotionnelles. Ces 6 souffrances, elles démontrent que notre état émotionnel, il est omniprésent pour tout le monde. Et ça peut aussi nous mener à des comportements limitants qui vont littéralement nous empêcher de réussir. Je vais reprendre l'exemple du perfectionnisme. Si je ne sens que je ne suis jamais parfait, que c'est jamais bien, que je vois toujours ce qui n'est pas bien fait, mais que je n'arrive pas à me valoriser pour ce qui est bien fait, je ne vais plus lancer mes projets. Et donc, c'est sûr qu'en ne faisant rien, je ne récolte rien. Donc, toutes ces souffrances, elles sont illusoires et elles peuvent nous mener progressivement à des comportements de défense, des comportements associés en fait, qui sont l'autosabotage, qui sont la procrastination, qui peuvent être la perte de confiance en soi, ou la perte de foi en soi, c'est 2 choses différentes, qui peut mener et renforcer une instabilité émotionnelle. Ça va aussi mener à une perte de motivation. Ça peut partir au fait de partir dans tous les sens et de ne pas réussir à se focaliser et donc à aboutir dans un projet. Ça peut amener tout un tas de sentiments qui sont associés derrière. Et donc, comme je le dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est thérapeutique. Et pourquoi je le dis? J'adore cette phrase, parce que je trouve que c'est quelque chose que je vis pleinement depuis que je suis à mon compte. Quand on est à son compte, on est très souvent seul. Je pense que parmi les personnes qui participent à cette conférence, la majorité des personnes ont créé une activité dans laquelle elles débutent, en tout cas, seules. Ça veut dire que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous êtes la seule personne à pouvoir définir ce qui vous convient le mieux, les choix que vous pouvez faire pour que votre société et votre activité fonctionnent. Et bien sûr, ça va dépendre d'une attente de marché et de votre capacité à répondre à cette attente de marché, mais les qualités que vous allez devoir mettre en avant et utiliser pour atteindre ces objectifs, ce sont vos propres qualités. C'est quelque chose qui est déterminé par vous-même et qui provient de vous-même. Si une personne a la même idée que vous, la même idée de projet que vous, elle va utiliser d'autres qualités et la manière d'atteindre l'objectif ne sera pas la même manière que vous allez utiliser. Chacun est unique pour ça. Ça veut dire que toutes les solutions par rapport à votre activité vont provenir de votre intérieur. C'est sûr, vous pouvez avoir des conseils qui vont venir de l'extérieur. Par exemple, apprendre les règles marketing, apprendre une technique, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre de l'extérieur. Mais les ressources que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif, ça va forcément venir de votre intérieur. Et donc, vous allez faire face à tous vos plus grandes capacités et vous allez faire face à toutes vos plus grandes limites aussi. Ça veut dire que la société va être le reflet de qui vous êtes et surtout de ce que vous pensez de vous-même. C'est pour ça que finalement, on peut s'autoriser à ne pas réussir du premier coup. Parce qu'on se découvre quelque part, même quand on est dans l'entrepreneuriat, et comme on a une vue de nous-mêmes qui est extérieure, qui est finalement la projection de nous-mêmes sur l'extérieur, on est plus à même de réajuster quelque chose qui a été pas tout à fait bien fait et de voir ce qui n'est pas tout à fait bien fait. Et c'est plus facile de le voir quand c'est projeté sur l'extérieur que d'essayer de le travailler dans son intérieur où très souvent c'est inconscient, où on ne sait même pas ce sur quoi on doit travailler. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est thérapeutique, c'est que ça vous met face à vous-même totalement. Et donc, dans ce contexte, votre état émotionnel, votre état d'esprit va être primordial
pour déterminer si vous vous engagez dans une réussite ou pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir une volonté profonde pour persévérer quand ça va être difficile et ne pas vous sentir achevé totalement à la moindre difficulté. Et comme je disais tout à l'heure, les montagnes russes émotionnelles, on les a souvent. Le moindre non au début peut nous faire perdre totalement confiance en nous, en foi dans notre projet, et le moindre oui peut nous faire monter dans les plus hauts niveaux, justement, de joie, de confiance en soi, on se projette très loin, tout va marcher, etc. Et donc, on va voir comment j'en viens à vivre cela. Et donc, on va passer par 4 aspects. Le premier aspect, c'est qu'on va voir, alors j'ai mis conscient et inconscient, on va le voir un petit peu en parallèle de nos croyances et de nos comportements. Donc, on va voir le fonctionnement de notre cerveau entre conscient et inconscient. On va voir comment sont créées nos croyances et quels sont les comportements qui y sont associés. Et puis, on va voir 2 autres aspects qui sont, un, le lien avec mes émotions, le lien que j'ai actuellement par rapport à mes émotions, la raison pour laquelle j'ai ce lien par rapport à mes émotions, qui dit état émotionnel dit émotion, avant tout. Et puis, on va voir l'importance dans mon éducation de la référence extérieure. Alors, au niveau de mes croyances et de mes comportements associés, on va faire un petit détour dans votre histoire. Donc, c'est quoi un système de croyances? C'est un ensemble de convictions auxquelles une personne adhère et qui se base sur des dogmes qui vont constituer sa vérité. Ça veut dire que un dogme, c'est quoi? C'est une justification, c'est une vérité absolue que vous avez tellement vérifiée dans votre histoire que vous estimez que vous n'avez plus besoin de le vérifier, vous savez de quelle manière ça va se passer. Et ça, c'est assez immuable. Dogme dit assez immuable. Ces croyances, elles sont créées dans une première phase de votre vie. La majorité de vos croyances qui va de votre conception jusqu'à vos 6 ans. Donc, dans une période qui correspond à votre petite enfance. Et en fait, durant cette période de notre vie, on va être influencé par notre environnement, ça veut dire par notre éducation, par les comportements de nos parents, de notre entourage, de nos éducateurs, par les médias. Et en fait, tous ces aspects-là vont définir l'environnement familier dans lequel on va évoluer. Et ça va devenir la vérité de notre monde. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a un impact de l'environnement sur mes croyances qui est hyper déterminant. La deuxième chose qui va déterminer mes croyances, ça va être les chocs émotionnels que je vais vivre pendant cette première phase de ma vie. Un choc émotionnel, c'est quoi? C'est un paroxysme émotionnel. Ça veut dire que toutes mes émotions sont exacerbées et ce paroxysme émotionnel, je vais le vivre suite à une expérience de vie. Et en fait, ce qui se passe précisément, c'est que ma croyance, elle va être créée par rapport à une interprétation que je vais faire d'un événement de vie qui va générer un choc émotionnel chez moi, donc un paroxysme émotionnel chez moi. Et pourquoi ça va générer une croyance? C'est que c'est notre mode de fonctionnement, en fait. Quand on vit un choc émotionnel, on a besoin de lui donner du sens. Et donc, la croyance que je vais déterminer suite à un choc émotionnel, c'est le sens que je vais déterminer par rapport à ce que je vis, par rapport à ce déferlement émotionnel que je sens à l'intérieur. Tout en vous rappelant que ça, c'est défini pendant votre conception à vos 6 ans. Ça veut dire que déjà, il y a une partie qui vous est retirée de votre possibilité de choisir, c'est que, en tout cas, pendant la vie intra-utérine, ce que vous avez ressenti, c'est avant tout les émotions de votre maman, et aussi, du coup, un lien avec les émotions de votre papa, et pas directement les vôtres. Donc là, vous comprenez quand même l'importance de système de la manière plutôt dont est construit ce système de croyance. Et donc, c'est cet environnement et mes chocs émotionnels qui vont devenir les vérités fondamentales, qui vont constituer les dogmes sur lesquels va reposer tout mon système de croyance. Et ensuite, on va transposer ces dogmes ces dogmes sur le reste de ma vie. Et ça va devenir les règles de mon jeu JE. C'est les règles par rapport à moi-même. Pourquoi? Parce que ces croyances, elles peuvent avoir 2 possibilités. Soit j'ai des croyances positives qui vont renforcer l'image que j'ai de moi et qui vont me construire dans mon développement positif, m'accompagner dans le fait de grandir. Soit je vais avoir des croyances qui vont être négatives et qui vont donc impacter négativement l'image que j'ai de moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact de mes croyances, il est tellement puissant sur mon évolution qu'il va déterminer l'image que j'ai de moi, c'est-à-dire qu'il va déterminer
l'image que j'ai par rapport à mes qualités, mes forces, mes dons, mes talents, mais ça va aussi déterminer quelles sont mes limites, quelles sont mes peurs. Et donc, ma perception de la réalité, elle est filtrée par mon système de croyances. C'est comme si, entre ce que je vis extérieurement de manière objective et moi, il y a un filtre qui s'appelle mon système de croyances. Et tout ce que je vais vivre va passer à travers ce filtre et c'est de cette manière que je vais donner du sens à ce que je suis en train de vivre. Donc, je perds une perception objective de la réalité pour lui donner une perception subjective qui va se baser sur l'influence de mon environnement depuis ma conception et sur les chocs émotionnels et l'interprétation que j'ai pu lui en donner. Et encore une fois, ce système de croyance, il est hyper puissant. C'est une conviction profonde. Et en parallèle de ces systèmes de croyances, je vais développer tout un tas de comportements automatiques qui vont être comme des réponses par rapport à ma croyance, qui va me donner une justification et qui va dépendre, cette justification, du sens que je donne à la croyance que j'ai sur le moment donné. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que sous l'influence de mon système de croyance, eh bien, je vais imaginer, c'est un processus inconscient, que je ne peux pas agir librement, mais que je suis obligée d'agir selon le comportement prédéfini que j'ai associé à ma croyance. Et donc, ces comportements, ils sont formés en parallèle de mes croyances. Donc, j'ai un jeu double, je développe une croyance et en parallèle, je développe tout un tas de comportements qui vont être comme une réponse qui va soutenir ma croyance et très souvent qui va renforcer ma croyance. Et donc, ces comportements, ils sont inconscients et donc, mes croyances vont créer une grande partie de mes comportements qui sont inconscients. Donc là, il y a un premier constat de base, c'est que de 1, l'image que j'ai de moi et de ma vie, elle va dépendre d'un système de croyances qui s'est développé selon une interprétation de ma vie durant ma petite enfance, donc durant une période qui va de ma conception jusqu'à mes 6 ans et qui se base sur l'environnement dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi, et des chocs émotionnels que j'ai ressentis pendant mon enfance. Et tout ça va créer mon système de croyances, c'est la base de mon système de croyances qui va devenir les règles de ma vie. Les règles de mon jeu, ce sont mes dogmes sur base desquels je vais évoluer. Et alors, on va passer au slide suivant. On va parler justement de ces programmes inconscients un petit peu plus en détail. Donc, ces programmes inconscients, ce sont des programmes automatiques qui sont stockés au niveau de mon inconscient. Ces programmes automatiques, ils représentent 90% de mes comportements totaux, 90%, à la fois belge et français. Donc, qui dit automatique signifie que vous n'avez pas besoin d'y penser pour les exécuter. Ça se fait de manière automatique, c'est habituel. Ça correspond à des habitudes. Ça peut être par exemple respirer. Respirer, heureusement, c'est un comportement automatique. Vous n'avez pas besoin d'y penser quand vous le faites. Vous pouvez le faire en conscience, mais ça apporte autre chose. Mais la majorité du temps, vous le faites sans conscience. Quand vous marchez, c'est pareil. Dans une première phase de votre vie, quand vous êtes dans l'apprentissage, c'est un processus conscient. Mais ensuite, quand vous êtes adulte, que vous savez bien marcher, ça devient un processus inconscient. Ça signifie que si 90%, 90% de vos comportements sont automatiques, 10% de vos comportements seulement sont conscients. Ça veut dire que seulement 10% de ce que vous faites est conscientisé et donc vous y pensez au moment où vous le faites. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est le rôle du conscient et de l'inconscient. Mon conscient, c'est celui qui, dans mon cerveau, va créer les programmes. Mon conscient, c'est celui qui est créatif, c'est celui qui est rationnel, c'est celui qui va porter un jugement, c'est celui qui va apporter de la lucidité et du recul par rapport à ce que je vis. Au niveau physiologique, cette partie consciente, elle va correspondre au cortex préfrontal, c'est-à-dire c'est la partie qui est juste derrière notre front ici. Ça, c'est 10% de nos actions. Et la partie inconsciente, elle, comme on l'a dit tout à l'heure, son rôle, c'est l'exécution de programmes automatiques. C'est donc tous nos programmes physiologiques internes, c'est aussi toutes nos habitudes. Et ça représente le reste du cerveau. Et donc, la première conclusion qu'on peut faire par rapport à ça, c'est qu'une majorité de mes comportements correspondent à une exécution de programmes que j'ai créés sur base de mes croyances,
comme on l'a vu tout à l'heure, qui proviennent de mon interprétation de la vie durant ma petite enfance. Et donc, ces programmes, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'ils sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de faire quelque chose. Pour comprendre leur importance, on peut prendre l'image d'un téléphone. Vous achetez un smartphone, et tant que vous n'avez pas d'application dedans, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Le téléphone et ses fonctions de base, c'est votre conscience. Les applications que vous rajoutez, c'est votre inconscient. Et donc, vous avez besoin de ces programmes pour faire quelque chose concrètement dans votre vie. Donc, ces programmes, ils sont importants. Et ça va nous mener progressivement à comprendre comment ces programmes qui sont inconscients, comment du coup ils sont déclenchés et comment on sait lequel on va pouvoir activer. Et là, je vais revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. On va venir maintenant sur la partie comportement automatique. Donc, comment ils sont déclenchés et comment savoir lequel on va activer, puisque c'est un processus automatique. Donc, je vous l'ai dit, les comportements automatiques, ils sont développés en parallèle de nos croyances, qui sont elles-mêmes développées par rapport à l'impact de notre environnement et les chocs émotionnels que l'on vit. Et donc, pour reprendre l'exemple du choc émotionnel, au moment où je vis un choc émotionnel, je vais prendre une photo. Quand je dis je, c'est mon corps, mon inconscient, va prendre une photo de mon environnement, des circonstances extérieures dans lesquelles je vis ce choc émotionnel, qui vont être comme une référence, qui va servir de point de repère, qui va permettre à activer la mémoire de mon corps pour lui rappeler que, attention, quand je perçois ça, je peux avoir un choc émotionnel. Et donc, ce que je vais repérer à l'extérieur va être un stimulus. Ce stimulus, il va être associé à une mémoire du corps. Ça veut dire que je vis un choc émotionnel, je ressens une explosion émotionnelle à l'intérieur, je prends en photo tout ce qui se passe autour de moi et je vais identifier au niveau de mon inconscient des choses qui vont être associées par la mémoire du corps comme le « attention, quand j'entends ça, je risque de ressentir un débordement émotionnel derrière ». Je vais prendre un exemple pour mieux le comprendre. Imaginons une personne, elle se promène, c'est le printemps, et elle sent l'odeur du pollen, elle sent l'odeur de la nature qui se réveille, les premiers rayons du soleil, c'est très agréable. Et elle ne s'y attend pas, mais à ce moment-là, elle se fait agresser. Elle se retrouve dans une incapacité consciente de réagir. La personne qui l'agresse, qui veut lui voler ses affaires, est beaucoup plus forte qu'elle. Elle la menace et donc, en conscience, elle n'a pas de moyen de réagir. À ce moment-là, elle va se retrouver dans un choc émotionnel hyper violent et le corps va se dire « attention, choc émotionnel » et le corps va prendre en photo tout ce qui se passe autour d'elle en se disant « quand je vis ça, attention, je risque de me faire agresser et donc je risque de souffrir émotionnellement ». Et la personne, au niveau de l'inconscient, va prendre en photo l'odeur du pollen, va prendre en photo les premiers rayons du soleil, va prendre en photo l'odeur de la nature quand elle se réveille. Et au moment où elle va vivre les printemps suivants, quand elle va ressentir l'odeur du pollen, les premiers rayons du soleil sur sa peau, l'odeur du printemps qui se réveille dans la nature, ça va être le stimulus extérieur, ça va être les stimuli du coup, extérieurs, qui vont réveiller la mémoire du corps qui va dire « attention, je risque de me faire agresser, je risque d'avoir un choc émotionnel violent ». Et à ce moment-là, le corps va se dire, il va prendre dans sa bibliothèque de comportements et de croyances associées, il va dire « attention, quand je ressens ça, je crois que je peux souffrir émotionnellement, je crois que je peux être agressé ». Et donc, je vais ressortir le comportement qui est associé, qui va être par exemple j'aime pas le printemps ou je ne sors pas le printemps dehors parce que j'apprécie pas, parce qu'en fait, je ne sais même plus pourquoi en conscience, mais parce qu'au niveau de mon inconscient, j'ai peur de souffrir. Et ça peut par exemple parfois créer des allergies. L'allergie au pollen, ça peut être, et j'ai eu le cas, c'est pour ça que j'ose en parler, c'est une personne qui a, ça peut être en tout cas associé à la mémoire d'une agression que j'ai eue au printemps, j'ai ressenti le pollen, et hop, le pollen, c'est le stimulus qui va déclencher le comportement de protection, pour le coup là c'est un comportement de protection associé à la mémoire de cette agression que j'ai vécue dans une première phase de ma vie. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? C'est que je vais revivre des événements et percevoir ce stimulus qui vont rappeler à la mémoire de mon corps que dans des circonstances équivalentes, j'ai souffert. Et c'est ça
qui va déclencher le comportement limitant, le comportement automatique qui est associé au souvenir du stimulus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tous ces petits stimulus extérieurs que l'on ne repère même pas en conscience qui vont déclencher l'exécution de mes programmes automatiques et donc qui vont déclencher 90% des comportements, de mes comportements. Ça veut dire que ces comportements, je ne vais même pas percevoir à quel moment je les déclenche. Je perds totalement pied par rapport à ma capacité à les déclencher et donc à ma capacité à les gérer. Et donc ça va nous mener progressivement à un constat qui est que si 90% de mes comportements sont basés sur base d'une réponse automatique à un stimulus extérieur, si j'ai perdu la signification de ce stimulus et qu'au final, la seule conscientisation que je peux faire, puisque j'ai seulement 10% de conscientisation par rapport à mes comportements, me permet juste de voir que je veux atteindre la réussite dans mon activité, mais je n'y arrive pas. Comment vous allez faire pour réussir à changer votre état d'esprit? Vous ne savez peut-être même pas que vous devez changer votre état d'esprit. Maintenant, vous le savez parce qu'on en parle, mais vous n'avez même pas conscience de ce qui ne peut pas fonctionner. Vous appliquez les règles telles qu'il le faut, mais à chaque fois qu'il y a un petit stimulus extérieur qui vous remet dans une peur inconsciente, bim, vous avez un comportement de défense qui va se mettre en place. Et ces comportements, comme on l'a dit, ça peut être l'anxiété, la peur de l'échec, ça peut être tout un tas de choses comme ça, mais ça peut être l'autosabotage, la procrastination. Et donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que quand vous êtes dans un autosabotage inconscient ou dans une procrastination, vous êtes dans un comportement de défense, un comportement automatique qui a été créé sur base d'une croyance. Et donc, vous êtes en train de vous protéger parce que inconsciemment, votre peur a peur que vous souffrez. Votre corps a peur que vous souffrez. Et donc, il va vous empêcher d'atteindre une réussite, d'atteindre un résultat. Et donc, vous vous trouvez dans cette incapacité de réussir, mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un moyen d'avoir une influence sur tout ça. Et pour changer du coup ces comportements inconscients, à la base, il va falloir changer vos croyances. Si vous changez vos croyances, vous allez pouvoir changer le comportement limitant qui est associé. Et quand je dis changer vos croyances, c'est que les croyances, on en aura toujours. Ça veut dire que votre système de croyances, c'est une référence importante, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas évoluer. Et donc, l'objectif, quand on a travaillé sur soi, ça va être de faire évoluer son système de croyances, pour faire évoluer les comportements qui sont associés, pour se mettre dans un état d'esprit qui va nous mettre plus dans un objectif de réussite, plutôt que basé sur une image de moi qui est erronée, qui fait penser que j'ai vécu dans une famille où les femmes ou les hommes ne réussissaient jamais, et donc je dois être fidèle à ma lignée familiale, et donc inconsciemment, j'ai enregistré que moi, je ne devais pas réussir parce que personne n'a réussi avant moi. Et alors, il y a deux autres choses qui ont un impact. Donc ça, c'est quand même 80% des raisons pour lesquelles on n'est pas dans un état d'esprit qui va réussir et pour lesquelles ça va être important de travailler sur votre état d'esprit et sur votre état émotionnel. Les deux autres choses, alors je vais essayer d'aller assez vite dessus parce que l'objectif, c'est aussi de voir les réponses, c'est que dans une petite enfance, quand on grandit, on est dans une incapacité de gérer nos débordements émotionnels. Et ça s'explique au niveau physiologique, c'est que notre cerveau émotionnel et notre cerveau limbique, c'est le cerveau qui est représenté en bleu sur le schéma. Notre cerveau rationnel, c'est le néocortex et c'est la zone, l'aire préfrontale qui est située ici derrière le front. Quand on est un adulte, qu'on ressent une émotion, on va avoir la capacité de renvoyer cette information émotionnelle au niveau de notre cortex préfrontal, qui va du coup prendre cette information et réagir de manière posée, rationnelle, réfléchie et mettre de la distance par rapport à ce qu'on ressent. C'est ce qui nous permet d'agir de manière socialement acceptable, on va dire. Et c'est ce qui nous permet de ne pas tout prendre à cœur. Après, chacun est différent par rapport à ça, mais d'une manière générale, voilà le fonctionnement. Et donc, c'est des connexions neuronales entre notre cerveau limbique et notre aire préfrontale qui va permettre de réagir dans la rationalité suite à une émotion que je ressens. Or, quand on est un enfant, les connexions neuronales, elles sont en train de se développer jusqu'à peu près nos 5-6 ans. Et donc, si dans notre petite enfance,
c'est pour ça, en fait, que les enfants, hein, quand on dit non à un paquet de bonbons dans un supermarché, ils sont capables de se rouler par terre. Ils ont un débordement émotionnel qui monte au cerveau, ça déborde. Ils ne savent pas comment le gérer de manière rationnelle. Ils sont juste pas capables de le faire. Ils ont besoin d'évacuer ça et ça s'évacue par le corps. Et donc, si on a été dans une éducation où nos parents nous ont dit « ne crie pas, ne pleure pas, ne te roule pas par terre », et donc ils nous ont empêchés d'évacuer ce trop-plein émotionnel, et bien en fait, on s'est retrouvé dans une, comment dire, l'enfant cherche à plaire et à convenir aux attentes du parent. Et l'enfant est capable de faire n'importe quoi pour convenir aux attentes des parents, parce que dans son état d'esprit d'enfant, c'est comme ça qu'on peut être aimé. Et donc, comme l'enfant est physiologiquement incapable de gérer ses débordements émotionnels, pour convenir au modèle des parents qui lui demandent d'agir de manière rationnelle, posée, réfléchie comme un adulte, eh bien, progressivement, l'enfant va se couper de ses émotions pour être sûr de ne pas surréagir. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, en se coupant de ses émotions, on se coupe d'une part de soi. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est une information sur vous-même. Et là, je récupère les personnes en crise de milieu de vie, aux alentours de la quarantaine, c'est la large quarantaine, avec des personnes qui disent « j'aimerais donner du sens à ma vie, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire, je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas ce qui m'épanouit ». Eh bien ça, c'est des modèles de personnes qui se sont coupées de leur émotionnel, très souvent pour convenir en fait au modèle de leurs parents. C'est même pas forcément des personnes qui avaient des parents qui étaient très stricts, hein. C'est juste que l'enfant a absolument voulu convenir et il s'est coupé de son émotionnel et adulte, il a perdu cette connexion avec lui-même. Donc nos émotions, elles sont importantes parce qu'elles nous donnent une information précieuse par rapport à nous. Et l'autre aspect qui va renforcer la compréhension avec ces souffrances que l'on a et le fait de souffrir de subir notre émotionnel, c'est la part de notre éducation. On est dans des systèmes éducationnels, je vais essayer de ne pas être trop dur avec, où on apprend avant tout des techniques et on apprend à être docile, à convenir. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment de notre enfance, vers 12-13 ans à peu près, on nous demande ce qu'on veut faire comme métier. Donc, on est à un âge où on a appris à être docile, on a appris des techniques, mais on n'a pas appris à se connaître et on ne sait pas fondamentalement qui on est. Et donc, à un âge très jeune, on va devoir définir ce qu'on veut faire alors qu'on ne sait pas qui on est. Et on part du « tout est possible », et puis on doit définir ce qu'on veut faire. Et rétroactivement, ça va définir mon parcours scolaire, les études que je vais faire, jusqu'à quel âge je vais aller à l'école. Ça va définir dans quelle ville je vais vivre, quel type de personnes je vais rencontrer, quels vont être mon cercle d'amis, mon cercle social, la personne avec qui je vais peut-être m'engager un peu plus durablement dans ma vie. Et puis, ça va définir aussi ce qui va me rester au niveau personnel. Et donc, on nous demande de faire un choix alors qu'on ne se connaît pas. Et donc, ce choix, on va le faire sur base de quoi? D'une référence extérieure. Et là, on va chercher à atteindre, moi, ce que j'appelle le modèle social idéal. Le modèle social idéal, c'est quoi? C'est le meilleur choix que je peux faire, c'est le meilleur choix estimé par rapport à la société. Et donc, la société, elle estime que le meilleur choix, c'est de faire un maximum d'études par rapport à mes capacités. Et donc, le métier qui gagnera le plus possible par rapport à ces études et qui va me donner le meilleur statut social. Donc, si moi, de base, j'ai des qualités manuelles incroyables et que je pourrais être un pâtissier extraordinaire, eh ben, je vais peut-être me forcer à faire une carrière de banquier parce que ça rémunère mieux et que socialement, c'est beaucoup plus valorisé. Et donc, je vais m'enfermer dans la croyance que si j'ai ce qui correspond au modèle social idéal, l'image que la société me donne de la réussite, je vais être heureux. Et en réalité, en faisant ça, on oublie de s'écouter, mais de toute manière, on n'a même pas appris à le faire. Et la deuxième limite à ça, c'est que j'estime que pour évoluer dans ma vie, je dois savoir par avance ce que je veux faire parce que ça va me permettre de définir rétroactivement les étapes par lesquelles je vais passer pour pouvoir atteindre cet objectif plus tard dans ma vie. Et donc tout ça va être enfermant parce que ça va expliquer l'impact de la référence extérieure par rapport à nos propres choix. Et ça explique pourquoi on est coupé de soi dans la majorité des choix qu'on fait. Ça ne veut pas dire que 100% de vos choix ne vous correspondent pas, mais que vous avez une influence de l'extérieur qui est prédominante et que vous n'avez pas appris à vous donner l'importance de vous fondamentalement, l'importance de ce qui vous régénère, de ce qui vous met en mouvement, de ce qui est important pour vous. Et donc, si je reprends les 4 aspects, on a vu au niveau conscient et inconscient
que 90% de mes comportements sont automatiques, qu'ils sont activés, qui sont déclenchés par des stimulus extérieurs qui sont inconscients, c'est la mémoire du corps, et que 90% de ces comportements sont basés sur une interprétation de mes expériences de vie qui provient de ma petite enfance et sur base d'un mimétisme et donc de croyances. Au niveau de mes croyances et de mes comportements limitants, mes croyances indiquent que je vais baser l'image que j'ai de moi et de ma vie sur un système de croyances qui est développé selon, encore une fois, une interprétation de ma vie durant ma petite enfance. Et ça va constituer la base de systèmes de croyances qui vont définir les règles de ma vie, les règles selon lesquelles je vais évoluer. Et je vous l'ai dit, un système de croyances, il est hyper important et on se sent obligé de mettre en place l'action qui est associée à une croyance. Et donc, tout ça va définir les programmes et les comportements inconscients qui vont déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure, 90% des comportements selon lesquels j'évolue. On a vu au niveau du lien avec mes émotions que je suis déconnectée totalement ou partiellement. Je pense qu'on n'est jamais totalement déconnecté, sauf des cas particuliers de psychiatrie, mais au moins partiellement de mes émotions. Et en plus, je les crains parce que j'ai nourri la croyance qu'elles me détournent de ce que les autres attendent de moi pour être aimée par eux, notamment mes parents. Et donc, je suis détournée de qui je suis et je perds progressivement la connaissance de moi-même. Et on a vu par rapport à l'importance de la référence extérieure que je ne me connais pas et en plus, je n'ai jamais appris à le faire. Et en plus, j'ai été éduquée en faisant des choix sur base d'une référence extérieure que j'appelle le modèle social idéal. Et ainsi, j'ai jamais appris à me donner l'importance de moi-même avant toute chose. Et donc, quand vous comprenez tout ça, vous comprenez à quel point de base, on ne part pas avec des points positifs. Si vous avez évolué dans une famille qui a toujours réussi, vous avez des chances de réussir. Si vous avez été très valorisé par vos parents, vous avez déjà de grandes chances de réussir. Mais si ça n'a pas été le cas, si vous avez une éducation trop stricte, où on vous invite à faire toujours mieux, et très souvent c'est fait dans la bienveillance de vouloir faire mieux, on veut extraire le meilleur de son enfant, vous ne savez pas comment l'enfant va l'interpréter. Peut-être que son enfant va se dire « je suis jamais assez bien, je suis nul, je suis minable, j'y arrive pas ». Eh bien, si vous avez été dans cette éducation, vous ne pouvez pas avoir un état d'esprit tourné vers la réussite. Vous nourrissez la croyance et tout ce que vous allez vivre va être comme une expérience que vous allez interpréter pour conforter votre croyance que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Et donc, si vous voulez changer ce que vous avez dans votre vie et ce que vous voulez réaliser, vous devez changer vos pensées. Et pour changer vos pensées, vous devez changer votre état émotionnel. Voilà pourquoi c'est important, nos émotions. Alors du coup, on va voir quelles sont les solutions, parce que heureusement, il y a des solutions. On ne fait pas de constat sans solution. Les solutions, c'est dans un premier temps, je vais me libérer de mes blocages. Libérer de mes blocages, ça veut dire quoi? Ça veut dire me libérer de mes croyances limitantes. Vous avez des croyances positives. Celles-ci, il ne faut pas y toucher, elles sont très très bien. Mais les croyances limitantes, on peut vous en libérer. Et du coup, on va libérer les comportements automatiques qui sont associés. Ces croyances limitantes, très souvent, elles sont basées sur une peur et sur une mauvaise estime de soi. Et l'objectif de se libérer de ces croyances limitantes, ça va être de ne plus subir l'impact de mes douleurs passées. Et donc de me libérer du poids de mon histoire, de la mauvaise interprétation que j'ai eue dans mon histoire. Et en libérant ces blocages, je libère, vous savez, les 90% d'inconscient et je les ramène au niveau de ma conscience. Donc l'objectif dans le fait de libérer mes blocages, ça va être de libérer mes schémas de peur inconsciente et du sentiment de subir ma vie, pour pouvoir les rebasculer vers la conscience et donc m'offrir la possibilité d'agir en conscience. Ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être de me connaître. Alors, ça veut dire quoi me connaître? Ça veut dire savoir qui je suis fondamentalement. Vous vous rappelez, on a vu qu'on n'a pas appris à se connaître et qu'en plus on s'est coupé de son émotionnel. Et donc, savoir qui je suis fondamentalement, ça veut dire savoir ce qui me nourrit, ce qui me régénère, ce qui me ressource, parce que exprimer vos talents, vos qualités, vos dons est quelque chose que vous pouvez faire sans effort, que moi, je pense, on est venu pour apporter à ce monde, c'est la richesse qu'on est venu apporter à ce monde. Et du coup, c'est savoir fondamentalement là où vous pouvez être un expert sans avoir vraiment besoin d'efforts à faire et en plus en prenant du plaisir à le faire.
Et donc ça va vous amener progressivement, plus vous vous connaissez, plus vous allez vous détacher du modèle social extérieur et des attentes extérieures pour vous recentrer sur vous-même. Et ça va vous permettre, progressivement, plus on se connaît, plus on se comprend. Et plus on se comprend, ça veut dire plus on apporte une compréhension consciente de nos réactions, même nos réactions de peur. Et comprendre pourquoi on réagit sur base d'une peur, ça va apporter beaucoup plus de bienveillance envers soi-même. Et beaucoup plus de bienveillance envers soi-même, ça va apporter une plus grande stabilité de votre état émotionnel. Donc derrière la connaissance de soi, il y a énormément d'avantages. Et donc l'objectif de se connaître, ça va être m'offrir la possibilité d'agir sur base de moi-même. Je vous l'ai dit, on libère les blocages, on libère de la place sur les 90%, on les rebalance dans la conscience, au niveau des 10%. Eh bien, pour être sûr de baser ces nouveaux comportements sur base de nos potentiels et puis sur base de peur, eh bien, je vais devoir travailler ma connaissance de moi pour savoir en conscience sur quoi je vais pouvoir rebaser ces nouveaux comportements et mes nouvelles croyances associées. Et donc, ça va me permettre progressivement de laisser beaucoup plus de place dans ma vie à l'expression de mes talents, à l'expression de mes qualités, à l'expression de mes dons. Et ça peut être fait en conscience. Et la troisième étape, c'est un peu le résultat des deux précédentes. C'est quoi? C'est quand je libère mes blocages inconscients, quand j'amène de la connaissance qui me mène à la compréhension, je m'offre la possibilité de choisir en conscience. Ça veut dire sur base de qui je suis fondamentalement. Et c'est comme ça qu'on va réussir progressivement à se programmer pour la réussite. Ça veut dire aussi qu'on peut se programmer pour l'épanouissement. On peut se programmer pour tout un tas de choses. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on devient nos pensées, on devient ce qu'on croit et on devient ce que l'on est fondamentalement. Travailler sur une libération dans un objectif de reprogrammer autre chose et entre-temps intégrer cette connaissance de qui je suis va permettre progressivement d'aligner mes pensées, mes croyances avec qui je suis fondamentalement. Et c'est ça, être aligné dans sa vie. C'est que ce que je pense, ce que je crois, ce que je suis, et donc ce que je fais correspond à qui je suis fondamentalement. Alors, comment on va faire? Parce que ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour faire tout ça? Alors, j'aime bien prendre l'image par rapport au fait de libérer mes blocages. C'est qu'on peut imaginer un poteau qui représente mes peurs, mes blocages, mes formatages, mes comportements limitants. Et on est relié à ce poteau par un élastique qui est attaché à notre cheville. Et parfois, on a l'impression qu'on est suffisamment éloigné du poteau pour avoir l'impression que ce comportement limitant, on ne l'exprime plus. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on est attaché par un élastique à la cheville à ce poteau. Et donc, on étire au maximum. Et à un moment donné, au moment où on ne voit plus le poteau, où on a l'impression qu'il n'existe plus dans notre vie, la vie est bien faite, bim, on vit une expérience de vie qui va nous rappeler que on est encore attaché au poteau. Et là, on tombe et bim, l'élastique nous ramène tout de suite au poteau. Et là, on se vautre littéralement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'aime bien cette image, c'est que si vous avez l'impression que vos comportements limitants vont se passer parce que vous n'y pensez plus, vous êtes dans une politique de l'autruche et ça, c'est sûr, ça ne va jamais vous aider à vous libérer. Pour vous libérer, vous n'avez pas le choix. Oh, excusez-moi, c'est mon petit loup. Oh, oui. Oui, tu ne peux pas rentrer, mon doudou. Un truc que je n'aime pas, la télé qui va D'accord. durer longtemps, alors ça D'accord. Tu veux bien aller dans ta chambre, s'il te plaît? Bon, je vais te garder avec moi. Je vais juste fermer la porte. Pas de souci, Christelle. Et donc, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez travailler sur vos blocages et vous libérer durablement et totalement, vous allez devoir faire un travail sur vous. Et ce travail, ça va consister à, identifier vos blocages pour pouvoir ensuite vous en détacher et pour pouvoir ensuite avoir suffisamment de place au niveau de la conscience pour pouvoir les reprogrammer. Et en fait, ces blocages, c'est eux qui nous mettent dans cette instabilité émotionnelle. C'est pour ça que l'élastique est très parlant, c'est que des fois, je m'en éloigne et j'ai l'impression de ne plus vivre, et hop, il me ramène et là, je replonge totalement. On est dans une réaction impulsive par rapport à ce qu'on vit. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces blocages, tout ce qui est négatif est addictif. Et donc, ces comportements limitants, c'est de l'addiction. Une addiction, on ne s'en libère pas juste parce qu'on choisit de s'en libérer. Une addiction, on s'en libère, c'est de la détox qu'il faut faire.
C'est un chemin long, c'est un chemin progressif et c'est un effort conscient qu'il faut faire sur une longue période pour mettre suffisamment de distance avec cette tendance de surréagir, cette tendance à réagir impulsivement. C'est la mémoire du corps qui vous fait réagir pour pouvoir vous en éloigner suffisamment et donc pour pouvoir mettre assez de distance pour ne plus réagir par rapport à vos blocages. Et alors là, je vais vous donner un petit tip, c'est un petit exercice qui est très simple à faire. Alors, les blocages, on peut en libérer une partie en conscience. C'est long, mais c'est possible. Moi, je pense qu'on a tout en nous pour atteindre les objectifs qu'on veut. C'est le principe de la kinésiologie. Et il y a une partie qu'on peut travailler plus sur des domaines de l'inconscience ou au niveau du corps. Mais en conscience, vous pouvez déjà libérer une grande partie de vos comportements. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir. Je pense que vous êtes déjà tous assis, mais à penser au dernier comportement réactionnel que vous avez eu. Ça peut être, par exemple, de la colère. Ça peut être un enfermement sur soi. Ça peut être une procrastination. Vous allez penser à ce dernier comportement. Et une fois que vous l'êtes bien remémoré, vous allez vous poser la question plusieurs fois, qui je suis quand je réagis comme cela? Et vous allez apporter une première réponse. Vous allez vous reposer la question, qui je suis quand je réagis comme cela? Et vous allez apporter une deuxième fois la réponse. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous n'ayez plus de réponse à apporter. Et en général, la dernière réponse que vous allez donner, ça va être l'origine profonde, la raison profonde de ce comportement. Ça ne va pas être la raison de manière rationnelle de eh bien, par exemple, je me mets en colère parce que quand j'étais enfant, ma maman ne s'occupait pas de moi. C'est possible, mais c'est très rare qu'on arrive à ce niveau de compréhension comme ça, juste en une dizaine de questions. Et ça va vous permettre de comprendre la raison profonde, ce contre quoi ce comportement vous protège. Vous avez peur qu'on ne porte pas assez d'attention sur vous, et c'est pour ça que vous vous mettez en colère. Parce que vous vous rendez compte que quand vous vous mettez en colère, on fait attention à ce que vous dites. Ça peut être ce genre de choses. Et cet exercice, ça va être le premier pas pour aller vers une libération de ce comportement limitant. En faisant ce questionnaire, vous allez conscientiser une des raisons pour lesquelles vous vous mettez dans ce comportement limitant. Et la prochaine fois que vous allez réagir impulsivement sous ce comportement limitant, vous allez vous rappeler pour quelle raison profonde vous le faites. Et donc, vous allez commencer à l'observer et mettre un petit peu de distance. Et en mettant un petit peu de distance et en l'observant, vous allez commencer à changer progressivement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si vous ne faites pas la première étape, c'est sûr que vous n'arriverez pas à la dernière. Là, c'est sûr qu'en faisant cette première étape, vous allez progressivement pouvoir évoluer. Donc là, c'est comment faire pour me libérer de mes comportements limitants. Alors, comment je peux faire pour mieux me connaître? Alors, mieux me connaître, c'est donc savoir qui je suis fondamentalement à travers mes qualités, mes dons, mes talents, mes comportements limitants, à travers tout ce qui parle de moi. Et l'objectif de mieux me connaître, ça va être de conscientiser toutes ces parts positives de moi et renforcer leur expression dans ma vie. Et puis, essayer de voir au niveau de mes comportements limitants, mes blocages, ce sur quoi je vais pouvoir travailler pour pouvoir évoluer davantage. Les comportements positifs, les aspects positifs de vous, ce sont des zones de ressourcement. Ce sont des zones que vous exprimez sans effort, où vous sentez bien quand vous les exprimez, ça vous ressource, ça vous régénère, ça vous remplit d'énergie, ça vous nettoie. C'est votre zone de génie. Les comportements limitants et les blocages, ce sont tous les aspects... Oups, rien de grave. Ce sont tous les aspects de vous-même que vous exprimez et qui vont vous limiter. Et donc, l'objectif, ça va être de voir dans quelle direction et sur quel sujet vous allez pouvoir travailler pour pouvoir vous libérer de l'expression de ces aspects limitants de vous. Et donc, comprendre et se connaître à travers ces comportements limitants et ces blocages, ça va vous montrer quels sont les efforts que vous devez faire pour vous libérer de vos actions et des effets que ça a sur votre vie. Et les effets, j'entends par là l'autosabotage, la procrastination, la colère, le reniement, l'anxiété, l'angoisse, la peur de l'échec, tout ce qu'on a pu voir précédemment. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance de soi va apporter plus de confiance en soi. Plus de confiance en soi veut dire que je vais oser davantage. Et c'est parce que je sais sur quoi m'appuyer que je vais, donc mes qualités, mes dons, mes talents, que je vais oser davantage m'exprimer et que je vais savoir que je vais beaucoup plus systématiquement trouver une solution positive aux situations auxquelles je fais face.
La connaissance de moi, c'est aussi ce qui va donner du sens à ma vie. C'est ma zone de génie. Moi, je pense qu'on n'est pas venu avec une mission à réaliser. La seule mission qu'on a tous en commun, c'est d'être un meilleur humain. La manière dont vous voulez le réaliser, ça vous est propre. Et donc, pour moi, ça va passer par l'expression de qui vous êtes fondamentalement à travers vos qualités, vos dons et vos talents. Et donc, plus vous vous reconnectez à vous-même, plus vous trouvez par vous-même le sens que vous pouvez donner à votre vie et à votre évolution. La connaissance de moi, ça va aussi apporter une identité forte, une fierté de vos singularités. Vos différences sont une force. Le monde a évolué par des personnes qui ont osé penser différemment que le courant de pensée dans lequel ils étaient enfermés. Et c'est très difficile de penser que sa différence est une force parce que le monde prône le conformisme. Et quand vous vous connaissez, vous vous rendez compte à quel point cette singularité vous permet d'être différent et d'enrichir ce que vous pouvez apporter aux autres sur base de vos singularités. Et donc, oser l'apporter à ce monde. Chez mon chat maintenant. Je prendrai une toute petite pause après ce slide pour faire sortir tout le monde. Et donc, vous pouvez faire la liste en conscience, par exemple, de ce que vous aimez faire, ce qui vous ressource, ce que vous trouvez facile à faire. Ça va correspondre à vos qualités, vos dons et vos talents. Et vous pouvez faire en parallèle la liste de ce que vous n'aimez pas faire, ce qui vous demande énormément d'énergie, ce qui vous épuise. Quand vous avez terminé de le faire, vous êtes totalement lessivé, vous êtes HS. Et ça, faire la liste des deux, va déjà vous donner une image de vos qualités, vos dons, vos talents, vos comportements limitants, vos blocages, et de voir dans quoi est-ce que vous vous retrouvez le mieux. Alors, je vais passer au slide suivant. Je vais juste mettre un petit peu tout le monde dehors. Je reviens juste dans 30 secondes. Pas de souci. Pendant ce temps-là, j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions donc, dans la chat box, la boîte à questions. Donc, il y a déjà des premières questions qui étaient posées, mais n'hésitez pas à ajouter vos propres questions. Et puis, comme ça, Christelle va pouvoir y répondre à la fin de la présentation. Voilà. Les aléas de la vie de maman. Bien sûr, il n'y a aucun problème. De maman solopreneuse à la maison. Voilà. Et donc, on arrive sur le résultat des deux. C'est quoi? Je me libère de mes blocages et de mes comportements limitants basés sur mes peurs. Je fais de la place libre. D'un autre côté, je me programme et je programme cette place libre sur base d'une bonne connaissance de moi et donc de mes potentiels, de ma zone de génie, en conscience et dans la bienveillance. Donc, je fais une reprogrammation cellulaire, une reprogrammation neuronale. Et en faisant cela, je me programme au succès puisque je vais pouvoir baser mes nouveaux choix sur base de mes potentiels et de ma zone de génie. Et donc, je vais également stabiliser mon état émotionnel pour en faire une force. Les émotions sont là pour me donner une information par rapport à moi-même. J'en fais une force et en plus, j'en fais une source de connaissance de moi. Et c'est de cette manière que je vais donc lisser un petit peu ces montagnes russes émotionnelles, me sentir beaucoup mieux, gagner en rationalité, en lucidité, en clarté. Et puis, je vais prendre des meilleures décisions. Et c'est comme ça que progressivement, je vais me programmer pour la réussite sur base de l'expression de mes potentiels, de mes talents, de mes singularités, de ma zone de génie, pour avoir envie de me dépasser et pour pouvoir les apporter à ce monde, à l'extérieur, et me surpasser même. Et c'est comme ça qu'en plus de me programmer pour la réussite, je vais donner du sens à ma vie. Et donc, nos états d'esprit positifs, ça c'est le Dalai Lama qui disait ça, nos états d'esprit positifs peuvent agir comme des antidotes à nos tendances négatives et à nos états d'esprit fauteurs d'illusions. C'est un petit peu ça, hein, c'est comment remplacer la négativité et mes comportements limitants par un état d'esprit qui est positif. Et bien ça se travaille. Alors, on va peut-être voir s'il y a des questions à ce stade. Oui, alors il y a une première question donc, qui avait été posée par Aurélien qui était mais comment savoir si l'on est victime de sabotage inconscient puisqu'ils sont inconscients en fait. Donc, c'est un moment, quels sont les symptômes quelque part? Donc là, tu as parlé finalement de l'alignement entre les pensées, les actions, l'être
et le faire pour être vraiment pleinement aligné et transposé dans la vie de l'entrepreneur, mais en fait, c'est ça qui lui permet d'être un entrepreneur épanoui, où on fait les choses avec joie, ça a du sens, tout est fluide parce qu'on est complètement aligné. Ou si on ne l'est pas, voilà. Mais quels sont les symptômes justement pour se rendre compte qu'on est sous l'emprise, j'ai envie de dire, de comportements inconscients limitants? Eh bien, c'est au niveau des résultats que vous allez vous en rendre compte. Ça veut dire qu'on s'en rend compte à chaque fois avec un petit peu de décalage. Comme ces comportements sont inconscients, très souvent, ils sont imperceptibles, ils sont invisibles. Et donc, si ça fait, par exemple, 2 ans que vous travaillez dans la mise en place de votre société ou que vous préparez une masterclass et qu'au bout de 2 ans, vous n'avez toujours pas réussi à la faire sortir et à la mettre en avant, vous êtes dans une procrastination évidente, vous êtes dans un comportement limitant, ça c'est évident. Donc, c'est au niveau des résultats. Si vous sentez que vous avez appliqué toutes les règles marketing qu'on vous a données et que pour autant vous n'avez pas le résultat, vous pouvez identifier les petits trucs que vous avez mis en place qui vont vous auto-saboter et vous empêcher d'atteindre ces résultats. C'est plus au niveau des résultats que vous allez avoir. Pour moi, le résultat, c'est beaucoup de personnes placent leur objectif au niveau des résultats. Moi, j'ai tendance à dire que le résultat, c'est plus un baromètre. Ça vous permet de voir si vous êtes aligné entre qui vous êtes fondamentalement et ce que vous faites. Et ça vous permet de voir, du coup, quelle est l'emprise de vos comportements limitants basés sur vos peurs de souffrir notamment, et de voir à quel point ça vous empêche d'atteindre la réussite et de briller. Donc, c'est au niveau des résultats. Là, c'est impossible de s'en rendre compte autrement, à moins de faire un travail avec un thérapeute, un accompagnant, où là, l'objectif, ça va être de mettre en avant ces comportements limitants, justement. Alors, il y avait une autre question qui avait été posée par Lucas, mais qui a répondu juste maintenant, donc peut-être que la question n'a plus lieu d'être. En tout cas, c'était concrètement comment programmer son cerveau pour atteindre le succès. En tout cas, le succès, plus de succès et plus vite. En fait, alors déjà, il faut comprendre que vous ne pouvez pas programmer quelque chose de nouveau si vous ne faites pas de la place avant. C'est comme quand on nettoie son armoire à vêtements. Ça parle beaucoup aux filles, ça je pense, peut-être aux hommes aussi. C'est que quand vous achetez beaucoup de vêtements, à un moment donné, si vous voulez les mettre tous dans votre armoire, il va falloir faire un tri. Et donc, le préalable, ça va être quand même de se séparer de ces comportements limitants. Et ensuite, comment reprogrammer? Il existe des techniques. Donc, en kinésiologie, au niveau des neurosciences, tout ça donne des techniques qui vont permettre d'aller faire bouger notre inconscient et d'aller reprogrammer en conscience et ensuite de rebalancer à l'inconscient tous ces aspects limitants de nous et donc de reprogrammer sur base d'une réussite. Là, il y a tout un tas de techniques qui existent et qui permettent de le faire. Il faut le faire de manière répétée. C'est des techniques très, très simples, mais il faut les faire très régulièrement et pendant une longue période pour que ça devienne une nouvelle habitude pour le cerveau et donc que ce soit ancré à l'intérieur de nous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ancrez une réussite et que vous avez en parallèle 100 comportements de sabotage, ce n'est pas une réussite qui va faire la différence. Il va falloir libérer un petit peu de sabotage pour que cette réussite, elle prenne beaucoup plus de place. Mais là, il y a des techniques très, très simples qui font fonctionner l'inconscient et qui permettent de reprogrammer l'inconscient. On passe par la conscience. La conscience est le programmateur. Et alors, j'ai une question de Claude également, qui demande, est-ce que les entreprises seraient plus pérennes si elles sont familiales et que les générations ont transmis l'ADN de l'entrepreneuriat? Tu as parlé que, je veux dire, on était finalement fort conditionnés, donc notre inconscient se forgeait dans la petite enfance et que parfois même avant ou plus tôt. Et donc, je suppose que c'est lié à ce passage-là où Claude posait la question. Voilà, est-ce que… Ça dépend comment est la famille, j'ai tendance à dire. Si c'est une famille qui se base sur un succès, sur une réussite, sur une bienveillance, ici, alors oui, ça peut être hyper positif. Il parlait de l'ADN, donc si la famille a transmis l'ADN de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on est plus à même de réussir qu'une personne dont la famille n'aurait pas vraiment l'ADN de l'entrepreneuriat, c'est que quand on a des parents entrepreneurs, très souvent, on devient entrepreneur à un moment donné dans sa vie. Et du coup, c'est regarder la réussite de vos parents. Est-ce que vos parents ont réussi au niveau de l'entrepreneuriat ou pas? Si vos parents ont réussi au niveau de l'entrepreneuriat, vous pouvez alimenter 2 croyances. Soit la croyance que vous êtes dans une famille qui, quoi qu'elle touche, réussit, et vous allez réussir. Soit ça vous met une pression,
Et ça, c'est ce qu'on peut ressentir chez des enfants de parents qui ont énormément réussi, très souvent chez des parents de personnes qui sont très connues, d'ailleurs, pour leur réussite. Et là, il peut y avoir une pression supplémentaire, la pression de réussir et de faire au moins aussi bien que ses parents. Et du coup, ça peut être aussi contre-productif. Oui, c'est la fameuse douleur de la comparaison dont tu parlais C'est la notamment. comparaison excessive. Et là, quand on l'a par rapport à ses racines et par rapport à ses ancêtres, c'est tellement ancré que là, ça va être très, très difficile de s'en détacher. Il va falloir trouver une manière de vivre avec et de l'atténuer. Mais si par exemple, l'enfant a été impliqué dans la réussite de ses parents, très souvent, ça retire le piédestal sur lequel la réussite de ses parents est placée. Et donc, ça permet beaucoup plus facilement de voir que c'est accessible aussi pour nous et de comprendre inconsciemment les étapes par lesquelles passer pour nous aussi réussir. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant dans la chat box. Après, il y a des commentaires. Voilà. Très intéressant, merci. Voilà. Je te laisse poursuivre. Donc, ce que j'ai préparé ensuite, c'est la présentation d'une technique que j'ai développée qui va permettre justement de faire tout ce qu'on a dit avant, se libérer de ses blocages, mieux se connaître pour pouvoir avancer en conscience. Alors, je vais essayer d'aller assez vite dessus et puis les personnes qui auraient un petit peu plus de questions pourront peut-être me contacter et on prendra le temps d'aller un petit peu plus loin. Donc, l'idée pour moi, c'est que tout part de soi. Ça veut dire que le fondement, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est d'être soi. Être soi, c'est une technique que j'ai développée, qui moi personnellement m'a permis de sortir un burn-out dans lequel j'étais en 2018, avec cette perte de confiance en moi. Donc ça m'a permis de sortir d'un burn-out, de retrouver cette confiance en moi, de reprendre les rênes de ma vie et de sortir du sentiment de la subir, de faire des choix justes, puis des choix en référence à une attente extérieure ou pour réparer mon histoire ou pour prouver à certaines personnes que j'étais capable d'eux, mais plus des choix par rapport à ce qui me met en joie, ce qui m'épanouit, et de vivre une vie pleine de sens. Alors ce programme, il a pour objectif de vous repositionner dans une vie où vous êtes au centre de votre quête personnelle, vous êtes au centre de votre légende. Et donc la question, ça va plus être, comme on l'a vu dans le triangle qui était inversé, de définir qu'est-ce que je veux faire. La question centrale, c'est qui je suis. Moi, je pense qu'on ne peut évoluer que sur base de cette question centrale. Qui je suis va vous donner la conscience que vous avez de vous-même. C'est j'ai conscience de qui je suis sur certains aspects. Il y a plein d'aspects où je n'ai pas conscience de qui je suis. Ça va mener progressivement à vivre des expériences de vie qui vont renforcer la confiance de moi, soit à renforcer et me dire non, tu es encore plus talentueux que ça dans tel domaine, ou alors tiens, je te fais vivre une expérience parce que tu n'as pas conscience que tu es aussi ça, et je vais te mettre face à une expérience qui va te permettre de comprendre que tu es aussi ça. Ces expériences de vie vont progressivement définir mon parcours de vie, qui progressivement va définir une première finalité. Et quand on a fait ce premier tour, on a une meilleure connaissance de qui je suis. Et je me repose la question. Et j'ai déjà un tour de roue qui m'a permis de répondre à cette question. J'ai une meilleure conscience de moi, je vis d'autres expériences de vie, j'approfondis mon parcours, ma finalité est un peu plus claire. Et à force de faire ce tour, on se rend compte que pour évoluer dans notre vie, on n'est pas obligé de mettre une cassure, parce que quand on est dans une progression linéaire, comme on l'a dans nos sociétés, quand on veut un jour se repositionner, on est obligé de faire une reconversion pro, entre guillemets, on met presque à la poubelle tout ce qu'on a mis pour se remettre sur une nouvelle voie. Jamais totalement, heureusement, mais quand même majoritairement. Cette manière d'évoluer va nous permettre de se rendre compte qu'il n'y a pas de pression à faire le meilleur choix. Chaque choix va me permettre de grandir parce que chaque choix, de toute manière, va mener dans une direction qui va me permettre de mieux me connaître. Et c'est comme ça que j'arrive à renouer avec la réussite, c'est que j'ai moins de pression à réussir. C'est ça, fondamentalement, la peur de l'échec. J'ai eu l'occasion de faire une conférence dessus, c'est que quand vous êtes dans une peur de l'échec, ça veut dire que vous avez encadré votre réussite dans l'exécution d'un seul scénario. Et donc, vous vous êtes fermé à tous les autres scénarios qui auraient pu vous apprendre autre chose. Et donc, si vous vous mettez cette pression à exécuter uniquement le scénario que vous avez planifié, vous avez beaucoup de chances de tomber à côté. Alors que si vous vous dites que la vie est au service de moi-même pour mieux me connaître et pour que j'évolue, on a plus l'impression de vivre la réussite. Et c'est comme ça que progressivement, on peut évoluer de manière juste. Et alors, ce programme, il va se baser sur 4 aspects. C'est le décodage personnel dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, c'est la technique que j'ai développée, ça fait 7 ans que je travaille dessus, c'est en constante évolution. L'objectif de cette étape, c'est de mieux se connaître.
Ensuite, il y a des rendez-vous d'introspection pour se découvrir. J'ai tendance à dire pour se redécouvrir parce qu'on se connaît déjà fondamentalement, mais plus en ramener un petit peu plus au niveau de la conscience. Des rendez-vous d'approfondissement pour se comprendre. Et puis, il y a des soins pour se libérer de ces blocages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages que l'on peut libérer en conscience. Et puis, il y a une partie des blocages qui sont trop profondément ancrés en soi. Et on doit passer par d'autres états de conscience pour pouvoir les libérer. Le décodage personnel, donc l'objectif, c'est de se connaître à travers ses qualités, ses dons, ses talents, ses fonctionnements en mode vie conscience, ses agissements conscients, ses objectifs de vie, sa situation actuelle. Et puis, ça va permettre aussi de connaître ses blocages, ses comportements limitants, ses défis de vie, l'importance de nos influences extérieures, etc. Donc, c'est une technique où on a un one-to-one, je vais revenir peut-être un peu plus tard sur les aspects techniques, mais où je prends des informations sur vous et j'analyse ces informations pour vous transmettre à quel point elles parlent de vous. Moi, je pars du principe que notre vie entière nous parle de nous, mais qu'on n'arrive plus à décoder tout ça. Même les mots, les maladies, pour un kinésiologue, ça a un sens important par rapport à qui on est. Et donc, je prends tous ces aspects-là et je vais les décoder pour retransmettre à la personne l'information sur elle-même. Et quand je le fais, j'ai l'impression de reconnecter, on a vu l'inconscient, j'ai l'impression de reconnecter une grosse partie de la conscience de la personne à ses potentiels positifs comme potentiels négatifs. Et ensuite, la personne, comme elle fait ce premier pas de conscience, elle choisit ce qu'elle veut en faire. Ça, c'est le début du programme d'accompagnement. C'est aussi une technique qu'il est possible de faire de manière individuelle sans forcément suivre sur la suite du programme après. Et très souvent, je retrouve des personnes, par exemple, là, j'ai été recontactée par une personne qui a fait son décodage personnel en juillet 2021 et il m'a recontactée fin 2022 parce qu'il avait réussi à écrire son premier livre, c'était un de ses objectifs de vie. Et j'ai eu la chance, l'honneur même, je dirais, de faire partie de ses relectrices. Et c'est quelqu'un qui a fait aussi d'autres choses à côté, mais qui, par le décodage personnel, a reconnecté énormément de ses potentiels à sa conscience. Et ça a ramené un peu de lucidité. Et progressivement, il a fait bouger sa croyance sur lui. Et donc, progressivement, ça a fait changer sa vie derrière. Je ne vais pas dire que c'est le décodage qui a fait changer sa vie, mais ça a contribué. Les autres aspects, c'est les rendez-vous d'introspection, donc pour se découvrir. Là, c'est des rendez-vous au cours desquels on va voir un aspect de vous et l'approfondir pour que vous l'appropriez. L'objectif, c'est que vous soyez capable par vous-même de faire cette introspection personnelle pour mieux vous comprendre, pour mieux vous découvrir. Et donc, on va baser, donc il y a différentes étapes, ça va être définir ses intentions, ses objectifs. Et là, il y a tout un tas d'outils extrêmement intéressants qui permettent d'associer votre inconscient aux objectifs que vous avez pour votre vie. Tant que vous ne le faites pas, votre inconscient, il peut jouer contre vous. Ça ne veut pas dire systématiquement, il le fait. Mais si vous l'associez avec vous, vous êtes sûr qu'il joue avec vous. Donc, c'est 90% de qui vous êtes qui va jouer dans la réalisation et l'atteinte des résultats que vous voulez atteindre. C'est explorer et faire la paix avec les comportements limitants, les blocages, explorer et renouer avec mes qualités, mes dons, mes talents. C'est comprendre mes phases de doute et mes crises de vie. Ils sont des phases de vie difficiles qui correspondent à un down émotionnel et qui en fait sont porteuses d'un potentiel incroyable de transformation et de meilleure connaissance de soi. Et je peux vous prouver à quel point ça vous permet d'évoluer. Ça va être comprendre mes défis et mes objectifs de vie, comprendre mes cycles de vie. On est assez redondant et c'est incroyable de s'en rendre compte, ça paraît magique, mais en fait, c'est une fois qu'on le sait, en fait, on arrive à mieux gérer de quelle manière on va revivre à nouveau cette expérience et de quelle manière on va essayer de la vivre positivement ou mieux la vivre encore. Et la dernière étape, c'est le bilan et la célébration pour rassocier tous les aspects de votre conscience avec ce que vous vivez. Et non, mais tu peux pas rentrer, s'il te plaît. Non, tu sens mon cœur. Je suis désolée. Alors, les deuxièmes rendez-vous, tu peux rester. D'accord? Alors, les deuxièmes rendez-vous, c'est les rendez-vous d'approfondissement. C'est des rendez-vous qui sont intercalés avec les précédents. L'objectif, c'est de se comprendre. Pendant ces rendez-vous, on va avoir des ateliers j'allais dire, le premier atelier, c'est choisir mon chemin d'expression et transmuter mes énergies. Cet atelier, c'est un atelier qui a pour objectif de libérer toutes mes pertes d'énergie qui passent dans mon passé par rapport à des rancœurs, des regrets, des douleurs, pour couper net et récupérer ces énergies dans mon présent
pour le mettre à disposition de la construction de mon futur. Ça va être des exercices pour faire le lien et comprendre à quel point tous les aspects de moi sont liés, parce que dans les étapes précédentes, on a vu chaque aspect de moi en individuel, mais en fait, tout est lié dans notre vie. Donc, on va voir à quel point c'est lié et à quel point tout parle toujours de vous de la même manière. Et puis, ça va être me valider dans toutes mes singularités, être fière de qui je suis, être fière de ce que j'ai découvert. Et les derniers aspects, ce sont les soins. Donc, les soins, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être des soins qui auront pour objectif de se libérer de ces blocages inconscients. Donc, les soins, les 2 premiers soins sont des soins sur des sujets qui sont redondants chez chaque personne. Le premier, c'est m'ouvrir au changement. Pourquoi? Parce que si vous avez une peur inconsciente de changer votre état d'esprit sur vous-même va vous amener à changer les choix que vous allez faire et donc va amener à changer progressivement votre vie. Vous gardez le contrôle, vous ne changez pas du tout au tout. Vous gardez le contrôle. Mais si vous avez une peur inconsciente à l'idée de changer, vous ne pourrez pas vous autoriser à évoluer suivant votre évolution de conscience. Et donc, retirer cette peur à l'idée de changer va vous permettre d'évoluer suivant votre évolution de conscience par rapport à vous-même. Et j'ai aussi mis ce premier soin libérateur. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question à peu près 200 personnes qui ont suivi mes accompagnements dernièrement. Et en fait, il s'avère que la plus grande peur à l'idée d'être soi, c'est d'être très différent de qui on est actuellement. Et donc, la plupart des personnes n'osent pas être elles-mêmes parce qu'elles ont peur de qui elles seraient et elles ont peur du coup de ne plus être acceptées si elles étaient totalement elles-mêmes. Ça démontre à quel point on est capable de se contraindre pour correspondre à un modèle extérieur. Le deuxième soin, c'est un soin pour m'ouvrir à mon abondance. Et on va voir que l'abondance, on pense beaucoup à l'abondance financière, mais l'abondance, ça peut être aussi en termes de temps, en termes de qualité de travail, en termes d'épanouissement. Ça peut avoir beaucoup de signification. Et m'ouvrir à mon abondance va me permettre de m'ouvrir à ma capacité de réussir. Et donc, je vais retirer toutes mes peurs inconscientes à l'idée de briller, de réussir et de vivre à la hauteur de qui je suis. Et les 3 autres soins, ce sont des soins qui vont être déterminés par rapport au travail d'introspection qui va être fait dans les étapes précédentes, donc qui va être fait par chaque personne au niveau des rendez-vous précédents que l'on va avoir. Les personnes vont mettre en avant des blocages sur lesquels elles vont pouvoir travailler et se libérer seules, et des blocages qu'elles ont plus de mal à libérer, où là, il y a besoin d'un petit coup de pouce avec d'autres techniques. Et donc, ça se base comme ceci, c'est le décodage personnel. Les rendez-vous en vert sont les rendez-vous d'introspection, les rendez-vous en beige sont les rendez-vous d'approfondissement. Et chaque rendez-vous a lieu 2 fois. Ça veut dire que j'ai dans un premier temps un rendez-vous au cours duquel je transmets la méthode et dans un deuxième temps, j'ai une session de questions et réponses au cours desquelles on va aller plus loin, approfondir et répondre aux questions, du coup, que ce soit émotionnel, que ce soit des questions au niveau de la technique, au niveau de la méthode, etc. Et donc, ça fait un total de 21 rendez-vous de groupe, qui sont les rendez-vous en vert et en beige, 5 soins individuels, et puis le décodage personnel, qui est également individuel, qui est le point de départ de tout cet accompagnement. Et alors, au niveau des modalités, le décodage personnel, c'est quelque chose qui se fait en individuel pendant 2 heures à peu près. Attends, s'il te plaît. Après, s'il te plaît. Non, mais est-ce que maman, elle dort chez nous? Non, elle ne dormira pas. Allez, s'il te plaît, tu t'en. Donc, le décodage personnel est un rendez-vous qui se fait en 2 heures en individuel. Je vous présente votre décodage personnel complet. C'est enregistré, vous recevez l'enregistrement audio et vous avez tout un tas d'outils à côté avec lesquels on va travailler par la suite. Les rendez-vous d'introspection et d'approfondissement sont des rendez-vous de 2 heures en groupe. Ces rendez-vous ont lieu toutes les 2 semaines. À chaque fois, vous recevrez des enregistrements audio, les outils et les exercices qu'on va faire ensemble, les bonus qui vont être donnés. Et puis, les soins sont des soins qui se font en individuel, bien évidemment, avec à chaque fois l'enregistrement audio. Et puis, les outils, sur les 2 premiers soins, il y a des outils à en transmettre. Sur les autres, il y aura peut-être des bonus, mais pas forcément des outils. Et avec ce programme, vous avez accès à vie à la plateforme que je suis en train de construire en parallèle, qui vous donnera accès en fait à toutes les mises à jour ultérieures qui vont avoir lieu, que ce soit en termes de vidéos, de ressources, de bonus. Et également, vous pourrez avoir accès au rendez-vous de groupe par la suite pour pouvoir continuer, parce qu'on fait un premier cycle ensemble, comme on l'a vu ici, et ensuite, l'idée, c'est de vous transmettre la méthode pour que vous continuez à faire ce cycle par vous-même. Et si vous avez toujours besoin d'un petit coup de pouce, d'une petite guidance, eh bien, vous pouvez continuer à participer aux autres rendez-vous de groupe que vous avez. Et donc, c'est
un programme qui commence à partir du mois de février. Il est mix entre accompagnement individuel et accompagnement de groupe. Et c'est 2 sessions par mois au niveau des sessions de groupe. Ça veut dire que toutes les 2 semaines, on se revoit. Pourquoi c'est long? Parce qu'au niveau de l'émotionnel, tout le travail que vous allez faire sur vous au niveau émotionnel va vous impacter fortement et donc impliquer un changement. Et donc, il faut du temps au corps pour intégrer ce changement. Et donc, on ne peut pas faire des changements quand on décide de le faire parce que c'est bien dans l'agenda. On va faire ces changements parce que vous êtes prêt à le faire. Et donc, l'idée, c'était de déterminer un rythme qui vous permet d'intégrer ces changements et vous laisser le temps d'intégrer ces changements tout en ayant un rythme qui vous permet de ne pas totalement lâcher. Et donc, ça veut dire que sur une grosse partie de l'année, vous allez avoir cet accompagnement au niveau émotionnel. Et donc, au niveau des bénéfices, eh bien là, je suis allée poser la question. Donc, il y a différentes personnes qui sont déjà en train de suivre ce programme et qui l'ont déjà suivi. Donc là, je suis allée poser la question à une personne qui s'appelle Natacha. Natacha, c'est une personne qui a suivi ce programme à partir de juin l'année dernière. Donc, elle est encore dans le programme. Elle n'a pas terminé de le faire. Et en fait, je lui ai demandé quels étaient les impacts au niveau des changements qu'elle a pu voir. Alors déjà, de fond en comble, la première chose, c'est que l'impact, il est au niveau de sa vie professionnelle. Et une des raisons pour lesquelles elle a choisi cet accompagnement, c'est qu'elle quittait un monde de salariés et qu'elle devenait à son compte, qu'elle s'engageait à son compte. Et donc, elle a voulu ce soutien émotionnel et se sentir renforcée au niveau de qui elle est, pour passer le cap. Et pourtant, les impacts, ils ont aussi été visibles au niveau de sa vie personnelle et familiale. Évidemment, quand on change pas pour uniquement un aspect de sa vie, on change pour l'entièreté des aspects de sa vie. Et donc, c'est une personne qui donc a réussi la transition, qui était engagée dans des contrats où finalement, elle répondait à des demandes et elle faisait un accompagnement qui était assez traditionnel. Disons qu'elle intervenait pour des sociétés qui avaient un mode de fonctionnement qui était assez traditionnel. Elle a des convictions fortes par rapport à certaines choses. Et par la suite de ces programmes, elle a osé présenter ses compétences à une société qui, au niveau de ce qu'elle fait et au niveau de son fonctionnement interne, correspond beaucoup plus aux valeurs de Natacha. Et donc, elle a osé se présenter, elle a été prise. Et donc, elle a osé s'engager dans quelque chose qui fait plus de sens pour elle. Donc, elle m'a parlé de oser être soi. Elle s'est rendue compte qu'elle avait des capacités dans, par exemple, le fait de percevoir les problèmes auxquels la société fait face si elle ne bouge pas certaines choses, de comprendre la solution que la société pouvait mettre en place pour justement éviter de faire face à ces problèmes et au contraire d'être dans une évolution plutôt pérenne. Donc, elle a osé davantage être soi, elle a reconnu ses talents, elle a osé les exprimer. Elle s'est retrouvée face à des opportunités de vie, l'opportunité de travailler dans une société qui correspond beaucoup plus fondamentalement à qui elle est. Elle a osé s'affirmer dans qui elle est. Elle n'osait pas toujours partager ce qu'elle pensait. Et en fait, elle se rend compte que c'est un talent, il y a une manière juste de l'exprimer et elle a trouvé cette manière juste de s'affirmer. Elle s'est retrouvée dans une plus grande stabilité émotionnelle. Elle a pu faire la paix avec certains aspects de son histoire qui l'empêchaient d'être totalement elle-même. Elle a pu se repositionner par rapport à elle. Elle est beaucoup plus reconnue par ses talents. Les anciennes sociétés pour lesquelles elle a travaillé la rappellent en lui demandant d'intervenir à nouveau sur d'autres contrats. Donc, elle se sent reconnue dans qui elle est. Elle a davantage renforcé sa confiance en soi. Elle voit les difficultés de sa vie non plus comme des choses qui sont là pour l'achever, mais plus comme des étapes qui sont là pour la faire davantage grandir. Ça ne veut pas dire qu'elle se réjouit de les vivre, mais au moins elle sait que ça a un sens. Ça permet de les vivre d'une autre manière. Elle a permis de reprendre les rênes de sa vie. Elle commence à écrire ce qu'elle veut vivre et à le vivre. On est ensemble dans cet accompagnement que depuis juin. Donc, ça fait pas très, très longtemps en soi pour avoir un repositionnement à ce point dans sa vie. Et elle commence à faire des choix de plus en plus généralement, ça veut dire majoritairement, sur base de ses compétences et ses potentiels et non plus sur base de ses peurs. Et ce qui ressort aussi, c'est beaucoup plus de calme intérieur. Et donc, pour terminer, j'avais envie de partager une citation qui vient du Dalai Lama, qui dit « Prends soin de tes pensées, elles deviendront tes mots. Prends soin de tes mots, ils deviendront tes actions. Prends soin de tes actions, ils deviendront tes habitudes. Prends soin de tes habitudes, elles deviendront ton caractère. Et prends soin de ton caractère, il deviendra ton destin. Et ton destin sera ta vie. » Donc, si vous voulez changer, commencez par changer vos pensées et donc vos croyances. Voilà, voilà.
Eh bien, un grand merci Christelle pour d'avoir partagé avec nous pendant cette heure ou cette heure et demie toute ta connaissance et ta vision sur la façon finalement dont on peut, en tant qu'entrepreneur, travailler sur ses émotions pour influer sur les résultats business. Pas que business, hein, on l'a vu, c'est quelque chose qui concerne finalement l'individu, l'être humain, et ça a des dimensions multiples, mais ça a aussi l'avantage ou comme bénéfice de pouvoir impacter directement les résultats qu'on rencontre d'un point de vue business, d'un point de vue succès, réussite en tant qu'entrepreneur. Alors, je n'ai pas de nouvelles questions qui ont été posées. Il y a eu des commentaires, donc il y a déjà certaines personnes qui nous ont quittés. Mais Claude nous dit que c'était très intéressant, très pédagogique, très utile. Christelle nous dit c'est génial. Salomé nous disait c'était super, super intéressant et super clair. Donc voilà, pour répondre à la question de plusieurs participants, je l'ai dit en introduction, je le redis maintenant, il n'y aura pas de replay qui est proposé, ou qui sera proposé, mais vous avez les coordonnées de Christelle. Et donc, n'hésitez pas si vous vous sentez confronté à certaines problématiques qui ont été énoncées en introduction par Christelle, ou si à un moment où voilà, vous sentez bloqué et vous voulez pouvoir être accompagné pour avancer sur le plan professionnel par rapport à votre projet d'entreprise ou sur le plan privé d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec Christelle et avancer directement avec Oui, elle. Voilà. avancer en conscience vers la réussite. Voilà. Voilà. En tout cas, moi je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur, Christelle, pour le temps que tu as consacré à la préparation de cette masterclass et puis au temps maintenant, à l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble. Je vous Merci. remercie aussi toutes et tous pour votre participation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi prochain à la même heure, à 17h, où nous recevrons Éric Allard, qui est un ancien champion olympique français de bobsleigh et qui va nous partager sa façon d'appréhender le business avec la mentalité d'un préparateur sportif olympique. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement intéressant sur la façon finalement de définir ses objectifs et comment mettre en place les bonnes habitudes pour veiller à atteindre ces objectifs. Parce que définir les objectifs, je pense que tout le monde peut le faire. Le début d'année est souvent une période propice d'ailleurs pour le faire, mais très peu arrivent à la fin de l'année en ayant tenu toutes les bonnes résolutions et en ayant atteint tous les objectifs définis en début d'année. Et je suis moi-même, je me reconnais dans cette situation-là, donc je ne fais absolument pas la pierre. Donc voilà, et donc ça, ce sera mardi prochain à 17h. Pour le reste, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de journée ou un bon début de soirée, et je vous donne rendez-vous à mardi prochain.